c'est parti. Bienvenue à toutes et tous donc pour ce webinaire en live avec Jean-François Zobrist. Alors moi, je me présente déjà. Je suis Cyril Blanchard, donc je vous accueille sur ce webinaire avec grand plaisir et enthousiasme pour me présenter. Simplement vous dire que je suis un sportif, mais aussi dirigeant d'entreprise. Et sans rentrer dans les détails, moi, je voudrais vous parler de ma rencontre avec Jean-François parce que j'ai 46 ans. Et en 2015, j'étais en conférence avec mes confrères de l'APM, Association Progrès de Management, et je fais la rencontre en 2015 de Jean-François Zobrist, en face, qui est l'homme qui est en face de vous. Et moi, quand j'ai fait mon épreuve de sport, qui était un triathlon d'extrême entre Londres et Paris en 2016, et que j'en ai écrit un livre derrière, les gens qui m'ont connu a posteriori m'ont dit, pour faire ce que tu as fait, il a fallu que tu sois sacrément engagé. Et ce qu'on ressent chez toi, c'est une forme d'humilité. Alors, ça, non, ça me plaît, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais partager cette notion d'engagement et d'humilité. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai rencontré Jean-François pour la première fois, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en sa présence. C'est finalement peut-être peu d'ego, même s'il aime beaucoup parler, il adore partager ses expériences. Mais il a peu d'ego, et ce n'est pas l'offenser que de le dire, parce que je pense que c'est une grande qualité. Et il a aussi cette notion pour moi d'engagement, parce que ce qu'il a dit dans cette conférence et que j'ai noté, c'est trois choses. La première, c'était si vous vous engagez dans un processus de libération de vos entreprises, il faut aller jusqu'au bout. Donc la notion d'engagement, elle est là. La deuxième chose que j'avais notée pendant ce séminaire, c'était un rêve partagé. Il faut avoir cette notion de rêve partagé. Et moi, quand je préparais cette épreuve enduroman et qu'il y a quelqu'un qui a voilà, une certaine maturité entrepreneuriale, une maturité d'homme et puis une maturité de la vie tout simplement, et qui me parle d'aller jusqu'au bout, d'avoir un rêve partagé. Et moi, je prépare mon enduroman avec une équipe, je me dis waouh, ça envoie du bois. Donc, je fais des liens forcément entre mon projet sportif et ce qu'a vécu et ce que partageait avec nous Jean-François. Et le troisième point, qu'il partageait avec nous, c'était il faut des valeurs de base. Et moi, les valeurs que j'avais notées, c'était des valeurs de confiance, en ce qui concerne en tout cas. Et moi, pour ce qui me parle à moi, personnellement, la deuxième valeur forte dans ma vie qui m'anime, c'est l'amour. Aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on partage des projets. Et Jean-François, j'ai pris le risque d'aller le voir et lui dire « je t'aime ». Et c'était mon coup de folie, sans offenser ma chère et tendre, ma moitié Laurence. Mais j'ai dit à Jean-François, j'ai fait ma déclaration d'amour. Et depuis ce jour-là, voilà, on ne se quitte plus. On reste très connectés, lui et moi. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Jean-François Zobrist, petit patron, naïf et paresseux. C'est comme ça qu'il aime se décrire. Mais Jean-François, est-ce que tu peux nous raconter en pitcher un petit peu ton parcours chez Favi pour savoir un petit peu, toi, ce qui fait que tu as vibré sur le rythme de la confiance et de l'amour du client pendant toute cette vie entrepreneuriale? Alors, tu m'as présenté, mais moi j'ai envie de te présenter parce que tu es peu connu en définitive. Oui, Connu et tu es un mec exceptionnel et surtout on est totalement opposés l'un tous les deux. Alors je vais te présenter dans le contexte de cet échange. alors je prends des notes. Bon, non, mais pour moi, tu es un mec exceptionnel, mais tu fais partie de ces gens qui se fixent des objectifs impossibles et qui mettent en œuvre tous les moyens pour atteindre des objectifs impossibles et qui les atteignent. Moi, j'ai jamais fixé d'objectif. Je suis un mec qui a de la chance, et la chance a créé des circonstances, et comme à défaut d'être intelligent, j'ai du bon sens, à chaque fois j'ai fait n'importe quoi, guidé par le bon sens, d'accord. Mais encore une fois, j'ai jamais fixé d'objectif dans ma vie, moi. Hein, je me laisse trimballer au gré des choses. Et puis, alors c'est vrai que j'ai acquis après coup un background, si tu veux. Euh, Si tu veux, le déclic, moi, c'est 68. En 68, je découvre que le Japon est deuxième puissance mondiale. Il se trouve que j'ai fait mon service militaire comme officier dans les fusées à tête nucléaire Honest Jones. Donc, je savais parfaitement que le Japon a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête, dont deux bombes nucléaires. Et je me dis comment ce petit pays-là, qui est ravagé, qui n'a aucune matière première, est deuxième puissance mondiale. Tu vois. Et ça, c'était le début d'un déclic. Et plus tard, je découvre le Kaizen. Kai, performance. Zen, bonheur. La performance par le bonheur. La seule culture. Alors, la chance que j'ai eue aussi, moi, j'ai eu plein de chance. La chance que j'ai eue, c'est de ne pas faire d'école de management. Moi, je suis métallurgiste et métallurgiste. Et la seule chose que j'ai faite, c'est en cours du soir, j'ai fait
Ça s'appelait comment? Sciences STO, je crois. Sciences du travail. Hein. Et ce truc-là, c'est un ingénieur des mines de Lorraine qui nous faisait des cours. Il nous disait, elle nous apprenait Fayol et Maillot, nous apprenait Taylor, Ford, hein, Ford, qui disait il n'y a qu'un ouvrier sur 1000 qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. Parce que j'ai mis en place un système qui permet à un bon ouvrier de faire des pièces mauvaises. D'accord. Et il m'apprend ça. Il terminait tous ses cours. Tous ses cours. Il est terminé par n'oubliez pas, jeunes gens, que derrière les machines, il y a des hommes. Et que les machines sont à disposition des hommes et pas l'inverse. Et ça m'a frappé, ce truc-là. Tu vois. Tu vois, c'est sans doute de là peut-être qu'est née un peu la différence entre toi et moi qui fait qu'on se complète. Moi, je suis un homme d'objectif parce que j'ai été formé en école de co. Donc, objectif, business plan, plan de progrès, etc. Et ta méthode à toi était une approche complètement différente. Heureusement, heureusement, dans mes chances, ça c'était une chance. L'autre chance extraordinaire, c'est Max Rousseau. À 21 ans, je commence à travailler. Je cherche du boulot, t'en trouver le lendemain. Hein. Il y avait une grosse boîte à Reims qui s'appelait La Plume, il y avait déjà 5000 salariés, dirigée par un génie, comme seules les périodes d'après-guerre en génèrent. Né en 15, ingénieur, et lui qui avait grandi avec Fayol et Maillot, qui en 1915 avait dit on fixe un objectif à l'entreprise, on divise l'objectif en objectifs individuels, puis après on définit des comment faire et on sanctionne l'écart entre comment les gens ont fait et comment il fallait faire. D'accord. Et moi, quand je lui parlais de Kawakita, quand je lui parlais de Shiba, que je faisais n'importe quoi, cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Il m'a jugé à 21 ans, lui avait 51 ans. Et toute ma vie, j'ai été libre. Parfois, je disais des trucs, je disais, enfin, Jean-François, c'est une bêtise ton truc, ça ne peut pas marcher. Parce que. Maintenant, tu es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. C'était ma chance extraordinaire. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que, mais c'est des chances tout ça. Je me fais une culture de qualité, comme ça, de briques et de broc, hein, partant du Japon, quoi. Et puis, au syndicat des fondeurs, on avait, pour des raisons historiques, on avait de droit une place au conseil d'administration de la fac et de la FNOR, qui gérait toute la qualité. Et la chance, c'est que le fondeur qui avait ça en charge partait en retraite. Et mes copains fondeurs, j'avais à peine 30 ans, me nomment à ces conseils d'administration, qui me donnent un réseau, qui me font découvrir. Et puis démarre le MFQ. Et là, le MFQ, je deviens président, fondateur de toute la zone nord, enfin peu importe. Mais c'est par le MFQ que j'ai connu Shiba. Et Shiba m'apprend à laisser des chances au hasard. Hein. Shiba m'apprend à réagir. Alors, Jean-Christian Fauvé, ça aussi, c'est une rencontre historique en 75. Métallurgisme, métallurgisme est curieux. J'ai fait 10 ans de cours du soir, mais des choses diverses, tu vois. Et je découvre Jean-Christian Fauvé. Et je vais à toutes ces formations 3 fois de suite pour que ça devienne du cerveau reptilien, ce qu'il disait, la sociodynamique, la métaction. Et la métaction, c'est l'action immédiate face à un problème, imparfaite, mais qui a un effet immédiat, le cerveau reptilien. Et je retrouve Kawakita qui te dit aucun problème a une solution parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par celui qui fait. Celui qui fait, qui sait. Tu vois, c'est tout ça que j'avais dans ma tête. Hein. Mais inconsciemment, tu vois. Et puis, le hasard fait que Max Rousseau me repère, me fait confiance. 70, on achète Favi. J'avais 25 ans. Je sympathise là-bas avec 454 qui avait mon âge, le directeur qui avait 30 ans. Et j'allais une fois par mois mettre au point des alliages. 83. Le directeur dit qu'il veut s'en aller. Alors, un mec bien, mais il avait fait HEI, le pauvre vieux. On lui avait donné cours de management. Donc lui, il avait sa grande fenêtre, il descendait jamais dans l'usine, il passait son temps en réunion. Il y avait des tableaux de bord dans tous les coins. Hein, il gagnait peu d'argent, il gagnait entre 3 et 5% de cash flow, hein, mais il passait son temps en réunion, reporting, etc. Et moi, quand j'y allais et qu'il était en réunion, comme je suis un bavard, j'allais discuter avec les ouvriers. Et ce qui Alors fait ça, qu'en c'est le 80... début, là, tu es déjà dans le début de l'histoire, mais tu vois, juste pour te permettre de reprendre un petit peu ton souffle, parce que Jean-François, si je t'arrête pas, tu sais, tu pars en apnée Non, non, pendant mais une c'est heure, très et, bien, et moi, je voudrais pour juste, tu vois, finir, moi, tu m'as donné cette opportunité de faire un parallèle entre nos deux parcours, et je pense que ça parle à beaucoup de gens, ça, parce qu'il y a quand même un truc que tu as dit, c'est, bon, tu as de la chance, ok, on va beaucoup parler de la chance ce soir et d'oser, mais ce que tu as dit aussi, c'est que tu avais cette liberté. Et moi, à l'inverse d'avoir eu ce parcours de scolaire très traditionnel, je me sentais complètement enfermé. Je me sentais fermé et pas libre. Donc moi, j'ai eu cette envie d'aller casser tout ça, tu vois. Et donc, c'est peut-être la différence entre toi et moi. Et par contre, il y a une vraie passerelle entre ce que tu dis et ce que moi j'ai vécu. C'est quand même, dans ton parcours comme dans le mien, c'est les rencontres. Tu dis finalement, c'est des rencontres de la vie. Toi, c'est un peu la fruit du hasard. Moi, je les ai peut-être provoquées. C'est ça peut-être la différence. Et toi, ton aventure, elle est partie comme ça, quoi, sur des rencontres. c'est parti que sur des rencontres, mais aussi des rencontres d'ouvriers. Ah Tu oui, sais, bien Max sûr. Rousseau, le grand Max Rousseau,
un génie, encore une fois. Il a créé 30 sociétés au cours de sa vie et plus de 10 000 emplois. Un jour, j'avais 21 ans, il avait 51. Je fais un rapport écrit. Il pousse sur le coin de la table, il est ingénieur. Il dit, je ne sais pas lire, raconte. Et après, il m'a dit, quand tu parles, tu réfléchis. Quand tu réfléchis, il n'y a pas de signaux faibles. Et l'argent est derrière les signaux faibles. Va parler avec les ouvriers, il y a plein de signaux faibles. Tu vois, ça fait partie de toutes ces rencontres-là. Et donc, pour finir mon histoire, le directeur de l'usine en question dit qu'il veut s'en aller pour créer sa boîte. Max m'en parle pas du tout. Et en mars 83, un matin, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai rien de... Mais mars 83, c'était le sommet de la pub. Hein. Il y avait 10 000 personnes. Hein. Il me dit, ben, viens me voir. Je vais le voir. Il me balance une pièce de 20 $ en or. Il me dit, je ne suis pas superstitieux, mais ça peut te porter bonheur. Tu vois le personnage, quoi. Puis il se lève, puis il me dit, suis-moi. Je dis, on va où? Il me dit, tu verras bien. Et on descend, il avait un hélicoptère, parce que comme il ne faisait pas de réunion, très vite, il avait acheté un hélicoptère pour aller voir ses usines. Tu vois, on monte dans l'hélicoptère, et puis on va vers Favy. Alors, de temps en temps, la secrétaire me disait, Monsieur Rousseau va à Favy, si vous voulez. Bon, on va à Favy, quoi. Et là, Favy se pose, et contrairement à l'habitude, il rentre pas, parce que Max Rousseau, quand il allait dans les usines, il rentrait vers 11 h du matin dans l'usine, et il discutait jusqu'à 12h30 avec les ouvriers. Et après, il allait voir le patron en disant, on va manger où et avec qui. Et tout se passait à table. D'accord. Et là, contrairement à l'habitude, il dit au patron, réunis l'usine. Et l'usine est réunie. Quand tout le monde était réuni, il dit, voilà, Dominique veut s'en aller. Il fait un petit discours pour le remercier. Il se retourne vers moi, il me dit, son successeur, c'est lui. Il remonte dans l'hélico, il ferme la porte et il décolle. Tu vois, il ne m'a pas demandé mon avis. Il m'aurait demandé mon avis, je crois que j'aurais dit non. Parce que j'étais heureux. Tu vois, mais ça fait partie de la chance, tout ça. Et 3 semaines après, pour finir l'histoire, il m'appelle, parce que dans 3 semaines, pas de son, pas d'image. Hein. Il m'appelle, ils t'ont pas bouffé? Ben, je dis non. Il me dit, tu restes, consigne, tu me fais du fric et tu vas pas en prison. C'est tout ce qu'il m'a fait comme consigne. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être très court. C'est que inconsciemment, pendant le mois d'août, d'abord, j'ai envoyé les cadres en formation Fauvet. Ça, c'était mars, parce que vous voulez qu'ils aient la culture Fauvet, Jean-Christian Fauvet. Hein. Et puis, au mois d'août, ben, je mure la fenêtre, mais sans arrière-pensée, parce que je ne m'en servais pas. Deuxièmement, je supprime les places de parking réservées. Troisièmement, l'entrée de l'usine, elle était moche, elle était sombre. On m'avait expliqué que c'était marrant parce que quand les ouvriers mettent le pied sur le mur, ça ne se voit pas quand ils attendent pour pointer. Tu vois, je fais pas en jaune de vie, je mets des néons partout en disant je veux qu'ils soient bronzés quand ils sortent. Je refais faire les éco-sociaux en marbre, tu vois, pour m'adresser au cœur et au cerveau des gens, si tu veux. Tu sais, comment il s'appelait ça va me revenir. Tu as un japonais, Matsushita, et ça aussi, ça m'avait frappé, qui avait dit l'Occident va perdre, nous allons gagner. L'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. Nous, on s'adresse à leur cœur et leur cerveau. Ça m'avait frappé. Donc, j'ai fait tout ça inconsciemment pour s'adresser à leur cœur et leur cerveau. Et la première réunion avec les cas, j'ai dit c'est la dernière réunion. Et je leur explique à Wakita. Et je leur ai dit moi, j'adore les actions imparfaites qui existent. J'exige que vous ne faites plus jamais de réunion, sauf quand il y a un problème. Mais quand il y a un problème, vous faites durer la réunion tant que vous n'avez pas mis en place la solution. Mais mis en place, ce n'est pas dire on va bouger une machine. Vous arrêtez la fabrication, vous bougez la machine. Cherchez pas. Voilà, là-dessus. Et je leur ai dit je vous donnerai ma démission tous les 5 ans. Parce que je peux être le chef qu'il faut à un moment donné, mais ne plus être ce qu'il faut. Et je demanderai aux plus anciens d'entre vous si je reste ou je me casse. D'accord. Et là, on est à peu près à quelle période? Là, on est en 1980? 3. 83, c'est le démarrage de l'aventure Favy. Alors, c'est parce que je sortais et que je tournais dans l'usine en permanence que les choses sont faites, que je tombe sur une maman qui arrive en retard parce que sa petite fille était malade et qu'elle attendait le médecin, et que je réunis l'usine en disant vous n'êtes pas payé pour un horaire, j'en ai rien à foutre de l'horaire, vous êtes payé pour l'amour d'un client, et je fous en l'air tous les pointeuses, les trucs, les machins, tu vois. C'est parce que je sortais que j'ai vu qu'on avait une prime de chaleur en fonderie, parce qu'on injecte à 1000 degrés, nous. C'est pas parce qu'on donne de l'argent qui fait moins chaud. Je réunis l'usine, c'est une connerie. Et on décide de supprimer les codes. Mais tout s'entend, on débat. Les primes, les mettre dans le salaire, hein, les cadences montent de 20%, et je ne comprenais pas pourquoi. Je t'explique après. Puis je découvre que les gens savent régler contrôler. Je suis les contrôles et réglages. J'ai dit, faites-le. Et la qualité explose. On n'a plus jamais de problème de qualité. Plus jamais. Je vous explique en détail ça. Mais tu vois, j'ai toujours fait des choses à l'intuition, parce que je sortais qu'il y a des événements, sans réfléchir. Et je ne pouvais pas imaginer qu'en supprimant les primes, les cadences montraient de 25%. Alors justement, il y a un intervenant là qui participe et qui dit au même moment où tu parles d'intuition, il écrit écouter son cœur, virgule, son intuition. C'est quand même magique. Ben, à défaut d'être intelligent, je ne suis pas très intelligent, moi je suis pourri de bon sens, Bon sens. paresseux comme une couleur. Alors, j'ai appris ça de Shiba aussi, mais je le faisais naturellement. Quand il y a un problème, je ne le gère pas, moi j'essaie de l'éliminer par paresse, et si vraiment je ne peux pas l'éliminer, je cherche quelqu'un autour de moi pour le faire. Quoi. Bien sûr. Je prends juste un exemple. Favy, il y avait un commerçant qui prospectait.
il y avait un gars qui faisait les gammes et les prix de revient. Puis tu avais le directeur qui fixait la marge qu'on devait prendre sur une pleine affaire. D'accord. Puis après, tu avais un chef de projet. Puis il y a quelqu'un aux achats. Une usine à gaz, des papiers. Moi, j'ai réuni les quatre. Je leur ai dit, vous avez 3 mois pour échanger les savoirs. Dans ces 3 mois, je veux que chacun d'entre vous fasse tout. J'ai fait 4 commerciaux heureux. Et qui plus après, j'ai mis leur bureau au milieu des machines. Ils étaient même responsables de la fabrication. Tu vois. Mais je n'ai pas réfléchi en faisant ça. J'ai juste, par paresse, supprimé le problème. Alors, Tu vois. tu peux rappeler Alors, quand même que Favi, c'est basé à quel endroit en France? alors c'est en Picardie. Alors ça aussi, c'est une chance extraordinaire. C'est en C'est en Picardie. Picardie. Ah, c'est une chance extraordinaire. Moi, j'ai Les ce point ouvriers, commun avec toi, c'est quand même la Picardie. Je vais nous continuer à raconter l'histoire, mais moi, je ne suis pas né en Picardie, mais pas très loin. Et j'ai beaucoup vécu en Picardie et j'ai souvent entendu parler en Picardie du fameux BSP. Tu parlais de bon sens. Le P, c'est paysan, le fameux bon sens paysan. ben alors, c'est plus que ça, si tu veux. Mm, D'abord, il y a une capacité de travail qui est colossale. mm, C'est des gens pourris de bon sens, très créatifs. mm. C'est des gens qui se muchent, mais ça m'a frappé. Moi, je suis rien. Mon père était militaire. J'ai grandi au Maroc, j'ai grandi en Allemagne, j'ai grandi un peu partout. Et j'arrive en Picardie et je finis mes études à Reims, tu vois. Mais j'ai pas de racines. J'arrive en Picardie et je trouve qu'il faut en allant, faut en allant. Il faut Allure, en allure. allant, faut en allant, tu vois, faut en allant. C'est des gens qui font lire, à l'heure. Allure, Bon, allure. début de l'Esplan, il ne faut pas parler un an, hein, puis Picard, il s'en fout. Hein. Il y a un problème, on agit. D'accord. Ça correspond tout à fait à ce que j'avais dans ma tête, si tu veux. C'est une chance extraordinaire, ça. Hein. Alors, si tu veux, le résultat de tout ça, c'est que très vite, on gagne beaucoup d'argent, mais beaucoup. Cette boîte-là, qui depuis 1947 gagnait entre moins 3 et plus 5% de cash flow, en moins d'un an, on passe à 20-25% de cash flow. Et ça pendant 30 ans, tout en se développant, en quintuplant la surface, en passant de 80 à 650, on faisait du siphon de lavabo, qui était un marché colossal après-guerre. Mhm. Pas à cause de la reconstruction, c'est à cause du tout à l'eau. Donc, du Avant-guerre, bon c'était tout. sens et de Ouais, l'intuition, du pragmatisme, et tout de suite, ça ramène du cash flow. et de la chance. Ah, Et de tu la rajoutes chance. toujours de la chance. Et puis aussi un certain don de tribun. Si tu veux, j'ai comme l'art assez facilement. Mhm. Moi, c'est Fauvé qui disait ça. Ils disaient monter sur le tonneau. Moi, il y a un problème, je découvre qu'il y a une prime de chaleur, je réunis l'usine immédiatement. Tu vois. Et je monte sur le tonneau et on débat toute l'après-midi. Et on convient que c'est idiot et qu'on va prendre chacun, même moi, ce qu'on a eu depuis 2 ans, et on met en salaire. Et puis, on convient qu'il faut quand même une prime. Donc, on va prendre une part du cash flow, on va se partager à stricte égalité des présents. Le DG a la même prime que la femme de ménage. C'est la part de gâteau en plus. Et très vite, en moins de 2 ans, ça représentait 6 mois de salaire pour les ouvriers. Ça. Je ne sais pas si tu vois la motivation. Et on décide tous ensemble que dorénavant, il y aura plus l'augmentation. Non, non, non. Le bon ouvrier, le bon ingénieur aura 10% et le mauvais aura zéro tant qu'il n'aura pas changé. Et puis très vite, on décide que, mais c'est venu comme ça après, que c'est au plus bas qu'on décidera les augmentations. Tu sais qu'à Faville, c'est les ouvriers qui cooptent un des leurs, qu'on appelle leader, qui est chef. C'est Mhm. lui qui décide l'augmentation de ses copains. Ah, Et il n'y a vous pas étiez d'autre. combien à l'époque? Vous étiez combien, une équipe de combien de personnes? On est monté jusqu'à 600. Alors, le principe Faville, c'est que les circonstances ont fait. C'est toujours pareil, les circonstances ont fait. Hein. Après avoir supprimé les primes, après avoir supprimé le pointage, après avoir supprimé tout ça, on reçoit une énorme affaire. Mais c'est une décision collégiale, elle est au niveau de Et mais 650 personnes ou c'est des petits groupes? à Comment chaque, tu fais? non, à chaque fois qu'il y a un problème, je réunis chez les gens. La mère Aubry, quand la mère Aubry a sorti les 35 heures, mais j'en dormais plus de ce truc-là. Ah, on est déjà Elle plus voulait, loin. faire pointer, elle voulait faire pointer les cadres, cette andouille-là. C'est Ouais. monstrueux, ce truc-là. Et ben, un matin, mais jamais le matin, je me suis réveillé, tiens, je vais faire ça. Non. Un matin, je fais mon tour d'usine, puis il y en a un qui m'en parle, il y en a deux qui m'en parlent, il y en a trois, puis le quatrième, j'écoute, il m'emmerdait. Je lui dis, videz-moi tous les bureaux, tout le monde expédition. Et je monte sur un tas de palettes, puis ça fait 4 ce matin qui me parlent des 35 heures. J'en dors pas, je ne sais pas quoi faire. Hein. Quand Mme Aubry nous dira ce qu'une heure de travail, entre gens de bonne foi, bon sens, bonne volonté, parce que ce sont des valeurs de base, on trouvera une solution. En attendant, faites des groupes de travail. Ça, c'est Shiba. Hein. Une heure, pas plus. Tous ensemble, des volontaires. D'accord. Hmm. Trouvez-moi une solution. Si ça rentre dans la loi, on l'applique. Ils m'ont trouvé une solution géniale. Ils ont dit, bah, écoutez, on va rester à faire 39 heures parce que nous, c'est pas gérer les horaires. C'est chaque mini-usine qui décide. J'ai déjà vu, moi, des ouvriers le matin, toutes les commandes arrivent directement chez les ouvriers, sur les ouvriers. Avant, les commandes arrivaient dans les bureaux, alors c'est 3 jours dans les bureaux, je vois ce qu'ils foutaient avec. Hein. Bon, les ouvriers. En fonction de ça, ils décident. J'ai vu des ouvriers, moi, appeler leurs copains en disant, viens pas cette nuit, parce qu'il y a moins de boulot. Tu as une réactivité qui est colossale. Ouais.
Ce que j'en étais, attends, j'étais parti sur l'activité. Moi, je vais juste faire un rebond sur ce que moi j'adore chez toi, hein, quand tu parles de. Finalement, tu dis chaque matin, il faut être à l'écoute. En fait, nous aujourd'hui, enfin moi, mon modèle en tout cas, c'était business plan, tout est prévu à l'avance, et puis après, tu as juste des petits réglages à faire. Et toi, ce que tu me dis la première fois que je te rencontre, c'est on vit dans un monde incertain, par définition. Alors, là, tu me tends la perche. Allez. Par l'APM, puisque tu as parlé de l'APM, j'ai dû faire une centaine de conférences dans le monde, aussi bien à Singapour qu'à Moscou, qu'à l'île Maurice, etc. Et j'ai eu à peu près une cinquantaine d'entreprises dites libérées, mais bien libérées. J'ai vu à Timisoara 1200 salariés totalement libérés, hein. Et il y a des traits communs que j'ai retrouvés, mais systématiquement dans le monde entier, quelle que soit la culture et la langue. D'accord? C'est qu'il y a deux tonnes. Un, l'entreprise libérée dans le pourquoi, dans la liberté, comment, hein. L'ouvrier reçoit les commandes et décide de tout. Quand on allait aux achats négocier les baisses de prix, parce que dans l'automobile, on a fourni jusqu'à 60% du marché automobile européen, on baisse les prix. Quand l'acheteur disait quelque chose d'incompréhensible, il faut baisser les prix de 3%, ce qui ne veut rien dire, tu n'as jamais touché 3%, tu n'as jamais vu 3%. Le commercial traduisait en disant il faut faire 17 pièces en plus. Oh, 17 pièces, etc. Et c'est l'ouvrier qui donnait son aval pour faire en disant bah, on va se débrouiller. Et c'est lui qui disait à ses copains si on ne fait pas, j'en sais rien, 345 pièces à l'heure, ce salaud-là, il va en Turquie, il sait très bien que ça, il s'en fout pas mal que ça fasse vivre en famille. Donc l'ouvrier sait pourquoi il fait il sait pourquoi c'est cette machine-là. Parce que c'est lui qui l'a réceptionnée. Dans ces entreprises-là, on considère qu'un ouvrier, c'est assez mieux que n'importe quel ergonome. Si tu as le bouton de commande, c'est à droite ou à gauche. Il sait tout, l'ouvrier. Il sait tous les pourquoi. Et il est libre du comment. Il contrôle sa machine. Il contrôle sa fabrication, sans contrôle d'expédition. Tout est en autocontrôle, sans contrôle d'autocontrôle. Parce que la confiance faut aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, il n'y a Mais pas ça de marche. structure de contrôle. Non, c'est fini, c'est dépassé. Ça. C'était valable pour Taylor, quand tu intégrais des paysans qui ont des valeurs énormes, mais différentes de celles de l'industrie. Des gamins qui rentrent. J'ai trois petites filles géniales. J'en ai une qui fait des études au Japon, l'autre au Canada. Et quand je leur dis, mais pourquoi vous partez, les gamines, là? Elle me dit, tu sais, papy, en France, les professeurs t'expliquent comment il faut faire. Hmm. Eux, ils n'ont jamais fait, par ailleurs. Dans ces pays-là, les professeurs te disent, pourquoi on ne regarderait pas ça pendant 3 mois? Et nous, on travaille pendant 15 jours, Et nous, on travaille en groupe tout seul, et 15 jours après, on échange, on explique comment on peut régler le problème. Tu vois? Donc l'entreprise est libérée dans le pourquoi. Le Mhm. commercial qui fait tout, il connaît tous les pourquoi, le commercial. Bien Mhm. entendu, quand on a supprimé les primes, on a supprimé les objectifs individuels. Un objectif individuel, mais qui se permet de donner un objectif à quelqu'un d'autre? C'est monstrueux, ces conneries-là. Surtout que les gens qui font des objectifs n'ont jamais fait. Mhm. Mhm. Je fais une conférence dans les grandes écoles, alors ça ne leur plaît pas, les gamins, hein. Le gars qui a fait Centrale, qui a fait 4 ans dans Centrale, hein, il se prend la grosse tête, quoi. Moi, Et je leur dis, hein. on vous a appris à faire. T'as fait Centrale, toi? Non, j'ai pas fait centrale, mais tu sais, je sors de bac+5. Moi, ça y est, je suis le roi du pétrole, hein. Je crois que j'ai le pouvoir entre mes mains parce que c'est ce qu'ont m'ont appris les professeurs, les sachants, et qui disent voilà les process, voilà comment il faut appliquer. Alors le pourquoi, pour le coup, donner du sens à ce que tu fais, c'était plus de moi, c'était à l'intérieur, c'est pas ce qu'on m'a appris. Attends, un mec qui bat le record du monde de l'enduroman, 140 km en courant à pied, Londres Douvres, traverser la Manche, 35 km, ils en font 50 avec les courants, et puis monter sur un vélo, faire 300 km et qui bat le record du monde de 2 heures, c'est pas un mec ordinaire, me fais pas croire ça. Oui, enfin bon, moi c'est ce que j'aime bien croire en tout cas. C'est pas un centralien qui fait ça. Et alors les centraliens, je leur ai dit, écoutez, retenez que Napoléon a créé Polytechnique pour faire des ponts et des tunnels. On vous a appelé à faire des ponts et des tunnels, les voitures. Si un jour vous devez gérer des hommes, et l'humilité de lire Sun Tse, de lire Shiba, de lire Jean-Christian Fauvet, hein, formez-vous. Hein, alors ça ne leur plaît pas aux gamins quand on leur dit ça. Donc voilà. Donc en fait, l'entreprise libérée, si tu veux, alors l'entreprise libérée, ce qu'on a dit, alors il y a aussi un gars qui a contribué énormément à ça. Moi, j'ai fait n'importe quoi dans les années 80. J'étais déjà à l'APM. Et très vite à l'APM, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai diffusé le message. J'ai fait des émules partout. Dans les ans 2000, dans les années 2000, tu as Isaac Getz qui découvre que dans le monde, ah oui, c'est génial de mettre ça, qui Voilà, c'est pas où découvre, tu parles, on va montrer quand même les gens dont ouais, tu parles, quoi. c'est bien que tu aies fait ça, que dans le monde, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne travaillent pas comme tout le monde. Et d'après lui, nous serions les premiers à avoir fait ça en Europe. D'accord? Et cet Isaac Getz, comme ses bouquins sont traduits en 25 langues, il cite plein d'exemples dans ses bouquins d'entreprises libérées. Alors nous, c'est tous les 10 pages à peu près. C'est pour ça que ça, on a une certaine notoriété. Ce qui fait qu'il a fait plein d'émules dans le monde, ce gars-là. Hein. Et donc, tous les émules que j'ai vus, l'entreprise libérée dans le pourquoi, l'entreprise classique est dans le comment.
Le comment, hein, Fayol et Maillot, hein, comment. Le deuxième truc que j'ai vu, alors, le terme a été pondu par Bertrand Joël-Noré, qui est aussi un génie dans son truc. Là. Bertrand a tombé ces deux termes. Dans l'entreprise libérée, on est dans le management de l'incertain. L'entreprise classique, on est dans la gestion du certain. Management, science des hommes par les hommes pour les hommes. On ne peut pas tricher avec les hommes, ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, c'est ça. Et tous les hommes sont différents. Et là aussi, avec Isaac, on est d'accord. Il n'y a pas de modèle en management. La même entreprise, le même marché, les mêmes produits, en Bretagne, en Alsace, à Marseille, ce n'est pas le même management. Tout ce que j'ai vu, moi, avec le cours du temps, c'est que j'ai découvert un chemin que je propose, on en parlera tout à l'heure. Et ce chemin-là vous amène là où vous devez arriver, qui n'est pas le chemin. On ne décide pas d'où on veut aller. J'avais fait une conférence en Italie, à Turin, sur le changement. Et avant moi, il y avait une dame brillante, pleine de diplômes, 50 ans, belle femme en plus, enfin c'est un détail, qui expliquait comment elle accompagnait le changement. Je dis, madame, le changement, on ne l'accompagne pas, on le crée et on le suit comme on peut. Mais vous avez accompagné parce que vous avez fixé le but au changement. Le changement. Nos ancêtres ont fait la Révolution française, pas pour tuer les nobles, parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient du pain parce qu'il y a eu 3 ans de sécheresse. Mais le changement a fait qu'ils ont tué les nobles, ce qui a contribué beaucoup plus à l'émancipation des paysans et à leur bonheur que de leur donner du pain. Tu vois, c'est ça le changement. Hein. Donc, management, le contexte, les science des circonstances hommes qui par les amènent les hommes, gens par les hommes. à évoluer. Gestion, science des chiffres par les chiffres, tous les chiffres, pour les chiffres. Tous les chiffres sont faux. D'accord. Tous les chiffres sont faux. Même là, dans le drame qu'on vit, le nombre de morts, on compte les EHPAD, on ne compte pas les EHPAD, c'est n'importe quoi. Hein. Rien qu'en jouant sur la clé de répartition des frais fixes sur les frais variables, tu changes le coût d'une machine horaire de 50% par rapport à une autre. Donc, management, gestion. De l'incertain, parce que le monde est incertain, c'est tout. Écoute, tu as une science qui a 550 stations au sol, 10 satellites, des ordinateurs qui font des millions de calculs par seconde, qui suivent des trucs précis, incontestables. Les températures, des pressions atmosphériques, en permanence. La météo. Ils ne prévoient rien à 48 heures et souvent ils se gourent dans les 48 heures. Alors, les business plans à 10 ans, les budgets, j'y reviendrai. Et de l'autre côté, tu as la gestion du certain, l'entreprise classique. La structure s'invente des certains. On fait un business plan à 10 ans, et on dit ça c'est certain. Hein, et il y a un problème présent, on ne peut pas, c'est pas dans le business plan. On a fait un budget à 1 an, on n'a pas de ligne budgétaire. Non mais tu sais pourquoi la structure fait ça? Parce que la structure a horreur d'agir. Donc elle s'occupe de ce qui pourrait arriver, parce que là tu n'agis pas pendant ce temps-là. Et elle ne s'occupe pas de ce qui agit. C'est ça les deux grandes différences que je vois dans l'entreprise libérée, c'est que dans le pourquoi, liberté du comment, dans le comment imposé par des gens qui n'ont jamais fait, sauf un mois de stage, d'accord. Et d'autres côté, des PRP sont dans le management, science des hommes, de l'incertain. Donc, on vit dans les prisons. Alors, dans les prisons successives, pendant toute la crise qu'on a eue là, sanitaire, au fur et à mesure du déroulement de la crise, j'ai retrouvé l'entreprise libérée. Dans l'entreprise libérée, on s'occupe de ceux qui créent de la valeur, les ouvriers. Là, c'était les soignants. On n'écoute que ces gens-là. On joue sur la reconnaissance, on applaudit. Le patron, dans son tour d'usine quotidienne, il faut qu'il félicite. C'est fabuleux ce que vous avez fait là. Shiba m'a appris à exprimer de la reconnaissance. Il faut dire 3 choses et faire une petite suggestion. On est dans le subjectif et l'affectif. Hein, il faut que le client nous aime. Parce que s'il nous aime, il va donner son argent pour rester dans le village pour nos enfants. Tu vois, le cash flow, je n'ai jamais parlé du cash flow, moi. Je n'ai jamais cherché à faire de. Max Rousseau me disait, attends, tes conneries, toi, tu me fais un fric. Vous savez, à l'époque, on n'était que 300. Tu me gagnes plus qu'une autre boîte que j'ai de 1500 et tu n'es pas foutu de me dire pourquoi tu gagnes de l'argent. Ils perdent de l'argent, mais ils m'expliquent parfaitement pourquoi ils en perdent. Tu vois, on est dans l'indicateur unique, le nombre de morts. En faisant du mort, on décide pour le matin. Nous, c'était pareil, c'était le cash flow. Alors, le cash flow, il faut être clair, l'argent n'a jamais été le but de l'entreprise, putain. C'est la respiration. On ne peut pas vivre sans respirer. La bouffe, la nourriture, c'est important, mais on peut manger cachère, halal ou pas manger du tout le vendredi. Ça. Il n'y a aucune religion dans laquelle on ne respire pas le samedi matin. Hein. L'argent, c'est la respiration de l'entreprise. Ce qu'on fait de l'argent, c'est autre chose. On fait de l'argent par le bonheur. Un ouvrier heureux fait que 5 points de cash flow. C'est un truc qu'on a vérifié, nous, qu'on a constaté. Un ouvrier heureux fait 5 points de cash flow en plus. Le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. Il y a 10 points de cash flow qui dorment. Et un cadre maladroit peut rendre des centaines d'ouvriers malheureux. C'est sûr, oui, ça c'est sûr. Le mec, il faut lui payer le Club Med à ville, il coûtera moins cher. Hein. Il n'y a qu'un seul objectif. Quoi qu'il en coûte, Trump, quoi qu'il en coûte, ben, l'entreprise libérale, c'est jamais coupé l'argent.
On fait un seul objectif. Hein. Euh, Toute la structure est à disposition des ouvriers, toute la structure est à disposition des soignants. Hein. On abandonne tous les jeux de rôle. Il n'y a plus de jeux de rôle. La crise, c'est ce qu'on a eu là. Je connais quelqu'un qui travaille en télétravail. Il m'a dit, écoute, on a fait un chiffre d'affaires plus élevé que jamais. Mhm. Tous les bureaux sont fermés parce qu'on était tous en télétravail en disant, attends, ça passe plus par les avions, on va prendre les bateaux. Ah, les bateaux, c'est coincé. Ils ont fini par livrer la Chine, parce que c'est un gros client dans leur marché là, par le train, par l'Orient Express. Mais Mhm. dit, on a pu le faire parce qu'instantanément on décidait. Avant, on n'aurait pas pu. Tu aurais toujours une instance qui dit, mais on ne peut pas parce que non. Là, on appelait les usines. Attends, tu changes les emballages. C'est plus les emballages pour les bateaux, c'est voilà. Et ça a marché. Ça va laisser des traces, ça. Hein. Chacun sait pourquoi. On est sur des valeurs et non plus sur des règles de fonctionnement. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, si tu veux. Je trouve que le parallèle qu'il y a entre eux, ce qui prouve bien que dans l'urgence, Ouais. tu n'as pas le choix. Là, ce Ouais, qu'on c'est a ça. fait, tout ce qu'on a fait, le monde entier, on Alors, a puis tous les. ça appelle à une question, justement, ça, Jean-François, parce que ce que tu dis, finalement, et c'est un petit peu la règle politique qui a été donnée pendant les 2-3 mois de confinement. En gros, on est en situation de crise, pour ne pas dire de guerre, et donc on va faire confiance aux structures opérationnelles, aux structures locales, pour qu'elles prennent les bonnes décisions qui s'imposent. Ça a été souvent dit par le Premier ministre. Et donc, toi, ce que tu dis, bah, justement, c'est que le parallèle entre ce qu'on a vécu là pendant cette crise et ce que toi, tu as vécu pendant toutes ces années en entreprise libérée, c'est du bon sens, c'est de la libération des énergies. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as réussi à entretenir ça pendant tout le temps? Parce qu'en fait, sur une crise, on peut comprendre qu'il y a des choses qui se passent en intuition, qu'il faut y aller, il faut oser, il faut agir, il ne faut pas trop se poser de questions. Mais toi, comment tu as réussi à entretenir ça pendant plus de 30 ans? Alors, le génie qui s'appelle Isaac Getz, qui a inventé le mot entreprise libérée, Oui, avant qu'il l'invente, de 83 à 2000, je faisais des conférences, mais je ne parlais pas d'entreprise libérée. Il a aussi inventé le mot de leader libérateur. tout à fait, Il a leader constaté, libérateur. Ouais. eh oui, il a constaté que dans toutes les entreprises libérées, tu as quelqu'un, un homme ou une femme, comme Lisa en Suède avec Sol, hein, qui porte le projet. Alors, Hein. tu vas nous en Si, parler, ça, justement, de l'homme, quoi. L'homme, parce que l'homme est au cœur de l'entreprise libérée. Et justement, Isaac, moi, j'ai noté deux choses dans ce que Isaac Getz dit sur le leader libérateur. Il a peu d'ego et il n'a pas d'études de management, contrairement à moi, qui en ai fait. Donc, voilà, c'est ce qui fait un petit peu le signe, le révélateur d'une entreprise libérée, c'est qu'il y a un homme un peu providence quand même. alors, et qui dure. Et qui est Parce que si tu dur. changes de patron tous les 5 ans, parce Ah, que le problème de l'entreprise libérée, c'est quand ouais, trouver le système. Nous, on a mis un an à le trouver le système. Il ne faut plus le bouger. ouais, Il faut ouais. plus le bouger. C'est comme le couple. Rappelle-toi le couple. Au début, on cherche les bonnes positions. Puis quand on les a trouvées, on n'en change plus. Hein. Position transfert. À quoi tu penses, ça? Non, mais tu es d'accord là-dessus. Eh ben, l'entreprise libérée, c'est pareil. Quand tu es en équilibre, moi, je sais que souvent, j'avais envie de toucher les trucs et mes cadres me disaient, attends, va voler, on va courir, mais touche à rien, ça marche, le bordel. Ouais, ouais, C'est ouais. très dur pour un patron qui touche à rien. C'est très dur, bien sûr. Hein. Alors, ça, c'est le propre de l'entreprise libérée. C'est Uh-huh. que le patron, d'abord, a fait peu d'études, enfin, peut avoir des études supérieures, mais pas de management. Mhm. On constate ça régulièrement. Ben, il n'a pas eu de modèle, donc il ne peut pas faire de bêtises. Hein. Il a Mhm. du bon sens. C'est vrai généralement, il a peu d'ego. Je vois Michel Mutter, il est 16. Moi, mon Dieu, il y a 8, n'importe quel prenez mon Dieu, j'ai rien à foutre. Bon. Michel Mutter, c'était un petit peu partout. Là, tous les patrons que je connais, Alexandre Gérard, Mhm. Tiens, ça aussi, tu pourrais l'interviewer un jour, ce gars-là. Ce gars-là, il crée une boîte de 300 personnes, il la plante. Je fais une conférence de 300 personnes, je ne sais plus, à Nantes. Et il le raconte dans son livre, il a écrit un livre. Il dit, je vois monter sur scène un PPE, là, qui raconte, et je me dis, je vais m'en aller, quoi. Et puis il parle, et puis il m'écoute. Et puis à la fin de la réunion, il y avait des gens qui me posaient des questions, puis je voyais dans le coin ce gamin-là. Puis quand tout le monde est parti, le gamin me dit, Monsieur Zobris, j'ai planté ma boîte, 300 salariés, parce que j'ai tout compris, combien vous prenez pour m'accompagner? J'attends, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il me dit, je pense, il raconte. Et puis pendant 20 minutes, il me raconte. J'ai dit, t'as tout compris, démerde-toi, je me casse. Et ce mec-là, il sauve sa boîte. Hein. Et non seulement il la sauve, mais à 40 ans, il réunit ses 300-400 salariés un vendredi. Et il leur dit, j'ai 40 ans, mes enfants grandissent. Lundi, je pars faire le tour du monde pendant un an, démerdez-vous. Sa boîte, elle a explosé. Elle a explosé. Et alors, du coup, non, mais bien sûr, parce qu'il n'a même pas prévu de. Mais toi, ce que tu avais fait, c'était génial, je me rappelle de ça. Ton groupe où il y avait le patron qui partait en retraite, et tu t'avais réuni, je ne sais plus, j'étais 80, je crois, ou 60, j'étais nombreux, hein, et Ouais. tu leur avais dit, bon, on prend une société, que vous nous trouvez quelqu'un, chasseur de tête, ou vous décidez entre vous
qui pourrait être chef. Et ils ont répondu, non, on peut se débrouiller. Et Ouais. puis ça a très bien marché. Et puis en fin d'année, quand tu leur dis pour les augmentations, comment on fait? Donne-nous la somme totale, on la répartit. Tu Ouais. sais, j'ai rencontré dans les groupes qu'anime Alexandre, un gars qui a 6000 personnes. Il a décidé depuis 4-5 ans que tous les salaires seraient affichés, même le sien, et que Mhm. chacun déciderait de sa propre augmentation de salaire. Eh bien, les salaires augmentent moins vite qu'avant, quand tu avais le N+1, le RH. RH, RH. Tu sais, ma force aussi, ma chance, ma chance. J'ai concentré en 65. En 65, les mots, avec l'orthographe que tu veux, hein, MAUX, pourquoi pas. RH, ressources humaines. Considérer l'homme comme une ressource, alors que c'est la finalité. RH, ça peut être que rendre heureux. À Québec, j'ai entendu un joli mot, c'est un apiculteur. Apiculteur, parce qu'il n'y a pas de son bonheur. RH, c'est rendre heureux. Contrôleur de gestion, ça n'existait pas en 65. Business plan, ça Souvent, n'existait c'est pas. rendre heureux, toi. RH, rendre heureux. Rendre heureux, RH, c'est rendre heureux. C'est un apiculteur. Mhm. Tu sais, euh, des fois, avec Hervé, c'était le comptable qui s'était baptisé RH parce qu'il faut, mais il était comptable. Hervé, on disait, mais il y a longtemps, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme surprise aux ouvriers? Parce que tu sais, quand tu fais 1500 pièces par jour, même si tu changes de travail, de poste, même si c'est toi qui as décidé, c'est quand même bon. Et on cherchait à faire des surprises aux ouvriers, si tu veux. Hein. Il faut jouer sur le bonheur. Ça marche toujours, ce truc-là. Alors, mais aussi, mais tout ça, si tu veux, je crois qu'il faut être simple. La confiance. J'ai fait un émule à l'humoriste. Et puis on communiquait par mail, 450 personnes dans l'imprimerie. Puis un jour, il me dit la confiance, j'ai essayé, je me suis ramassé. Hein. J'ai dit, Mhm. est-ce que tu as supprimé le contrôle expédition? Ah, il m'a dit, attends, pousse pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai dit, c'est Lénine qui a dit ça. Alors laisse tomber. Est-ce que tu es marié? Ben, il me dit oui. J'ai dit, tu vas faire un truc à partir de tout de suite. Quand ta femme ira chez le coiffeur, tu vas appeler chez le coiffeur pour savoir si elle est vraiment chez le coiffeur. Tu donnes 6 mois avant d'être cocu. Il dit, j'ai compris. La confiance, il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pas à Tu moitié. sais, puisque je suis là-dessus, Ouais. comment on est allé dedans? Tour d'usine, tous ces faire un tour d'usine. J'ai discuté avec une opératrice, Eliane. Je dis, mais je vois toujours sur la même machine. Oh. Il y a longtemps qu'on fait cette pièce-là? Elle me dit 4 ans, monsieur. Et puis 4 ans, c'est pas réglé, pas contrôlé. Ah si, pourquoi vous ne le faites pas? Il y a le chef de ligne, il y a le contrôleur. Non, ça c'est mon problème. Est-ce que vous avez envie de le faire? Ah oui, j'aimerais bien. Et puis je prends les 6-7 qui étaient là, même question. Ils sont d'accord. Et là, je me dis, si je laisse le contrôle expédition, ils vont savoir que ça va être leur tour derrière. Hein, ils vont tout faire bloquer les pièces. Mhm. Et je dis, si je supprime le contrôle expédition, et à l'unanimité, ils me disent, faites-nous confiance. Je crois que ça. Toi, là, encore une fois, j'ai fait un truc d'intelligence sans faire exprès. De façon mesquine, je me suis dit, les autres vont le bloquer, et eux, ils ont dit, pris ça pour une preuve de confiance. Hein. Et tu sais pourquoi la qualité, on n'a plus jamais eu de problème de qualité, j'ai compris après. Le contrôleur régleur qui passait toutes les 2 heures, on peut mettre un quart d'heure d'ailleurs, hein, c'est très vite, les ouvriers me disaient, mais pourquoi on contrôle toutes les 2 heures? Ça bouge, ça sort jamais quand il y en a libéré. Ben, j'ai contrôlé toutes les 4 heures. Pourquoi on contrôle les 4 heures? Ça sort jamais. Ben, prenez. J'ai réalisé que toute la structure, y compris le contrôleur régleur, par principe, chez nous, l'homme est bon. Dans ma culture judéo-chrétienne, je suis culturel chez moi. Mes parents étaient catholiques, tu es à fond de cœur, mais j'ai jamais accroché au truc. Hein. Mais ma culture, c'est ne fais pas autrui et aime ton prochain comme toi. C'est ma culture, c'est culturel. Hein. Dans ma culture, l'homme est bon. L'homme est le seul mammifère placentaire qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Donc, ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Hein. Euh, l'homme est bon, mais il a un instinct de conservation. La structure qui est payée pour gérer le dysfonctionnement, elle ne se met jamais au nominal. Elle ne se met pas trop loin de la limite de tolérance pour que ça sorte. C'est humain. L'ouvrier, il se met au nominal. Et comme les pièces ont bien été conçues, elles ne sortaient plus. On n'a plus jamais eu un problème qualité. C'est pour ça qu'on a trouvé le service qualité très Ah, bah rapidement. oui, mais justement, la qualité pourrait dire aussi l'homme n'est pas parfait. Il faut que Non, comme l'homme n'est pas parfait, il faut que le système, lui, mon grand, frôle la perfection, d'où l'intérêt du service qualité. c'est la même démarche que mon allégorie sur la femme qui va chez le coiffeur. L'homme est comme tu le considères. Ok, Si tu considères que c'est un branleur, ça sera un branleur. voilà. Si tu considères qu'il est sérieux, il sera sérieux. L'homme est jamais, j'en suis convaincu. Mais tu sais, c'est un petit peu comme l'amour. Max, la film de Max, c'est quoi? Max Rousseau. En fait, il aimait les hommes. Et je crois que les hommes au sens large, en générique. Hein.
et je crois que tu ne peux pas faire du management si tu n'aimes pas, ton prochain. Mais Non, mais c'est clair. Moi, j'aime beaucoup l'analogie entre le chef d'entreprise qui considère son entreprise de la même façon qu'il va considérer son couple. Et moi, je fais parfois ces parallèles, je ne sais pas s'ils sont judicieux, mais bah, tiens, ma femme, j'ai peur qu'elle me quitte. Donc, comme j'ai peur qu'elle me quitte, bah, je vais vérifier qu'elle ne va pas me quitter. Et là, ma femme, elle va me dire, mais Cyril, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Je t'aimerais encore plus. Si j'avais pas peur, bah, je t'aimerais encore plus. Bah, voilà, bah, pourquoi tu te prives de m'aimer plus sous prétexte que tu as peur? Bah, je pense que pour l'entreprise, c'est un peu pareil vis-à-vis de tes salariés. Moi, si j'ai eu des déclics quand je t'ai rencontré la première fois, je dis, oh bon sang, c'est en train de me parler. Donc l'homme est bon, très bien, soit. Mais les services qualité, les RH, etc., pour moi, c'était quand même du bon sens, tout ça. Donc d'un seul coup, je me suis rendu compte de la valeur humaine de l'entreprise, dans l'entreprise, du salarié, du collaborateur, de l'acteur, que chacun est acteur. Enfin, moi, c'était alors, vraiment une révélation dans cette histoire de confiance. si tu me tends la perche, quand on a eu supprimé tout ça, à un moment donné, mes cadres et copains m'ont dit attends, on ne contrôle plus, il n'y a plus de pointage, il n'y a plus rien. Alors, on a commencé à réfléchir sur des valeurs. Et je me suis inspiré du couple. Ouais, Le aussi. couple, c'est une suite de rêves partagés. Et on s'est dit quel est le rêve partagé? Et moi, mais c'est instinctif. Le droit à l'erreur. Comment il s'appelle déjà? Alexandre Gérard me dit chez moi, il y a le droit à l'erreur. Je dis attends. Le droit à l'erreur, ça veut dire que tu sais qui a fait l'erreur. Non, il n'y a pas le droit à l'erreur. On ne sait pas qui a fait l'erreur. Quand il y a un problème, je dis je sais très bien, comme disait M. Faure, que c'est ma faute à moi. Et quand il y a un problème, je dis putain, merde, si on bosse comme ça, pas pour rester à l'encours, ce village. Et c'est juste que les ouvriers prenaient ça. Hein, et c'est devenu notre rêve partagé. Ah, Quand on a tu peux le redéfinir, le rêve partagé, juste pour le comprendre? Attends, si tu veux, donc, le rêve partagé, c'est venu quand mes copains cadres m'ont dit il faut qu'on trouve autre chose et qu'on a créé des valeurs. Et je me suis inspiré du couple. Le couple, c'est une suite de rêves partagés. Vivre Mhm. ensemble, dormir ensemble, faire des enfants, gna, gna, gna. C'est une suite de... Le couple a deux valeurs limites. Et j'ai réalisé après que tout système, toutes les religions ont un rêve partagé. Fabuleux, fabuleux, quelle que soit la religion. La résurrection et la vie éternelle. Imparable comme truc. Mais il y a deux limites. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas chier à autrui. Les musulmans, alors j'ai demandé à Isaac qui est juif, c'est pareil pour les juifs. Les musulmans, je fais beaucoup de conférences dans les pays musulmans. Et à chaque fois, je pose la question. Il n'y a qu'un Dieu, son nom Allah, et Allah a tout décidé, le respect de la tradition, les 5 prières, etc. Dans le couple, il y a la confiance, la fidélité, le Mhm. respect de l'autre, la tendresse. Tu sors de ses limites, tu n'es plus dans le couple. Et nous, on s'est dit, ben, le rêve partagé, c'est rester en village. Les limites, c'est l'homme est bon. L'homme est bon, puisque je l'ai prouvé. Et l'amour du client, tout papier qui n'a pas un client derrière, poubelle. Toute procédure de contrôle, poubelle, puisque l'homme est bon. D'accord. J'ai licencié un cadre. Parce que c'est un système de valeurs et c'est un système de bienveillance, mais implacable. On rigole pas. Bienveillance implacable. J'ai licencié. Oui, mais il faut. Quand tu es cocu, il se passe quelque chose. Je veux dire, quand on touche à la limite, forcément, il se passe des choses. Un jour, il y a un cadre qui est en réunion, il me dit oui, il y en a marre avec vous, il n'y en a que pour les ouvriers. Moi, je suis bac+3, je ne suis pas à disposition des ouvriers. Je passe 20 minutes à le convaincre, j'y arrive pas. Au bout de 20 minutes, je dis écoutez, David, ça, je ne peux pas le tolérer. L'homme est bon, vous êtes mauvais. Votre client, c'est l'ouvrier. De dire que vous n'êtes pas à disposition de l'ouvrier, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas l'amour de votre client, d'accord. Donc, je vous impose une formation, ce n'est pas une sanction. Vous allez passer sur machine. Je vous donne 10% d'augmentation pour bien suivre votre formation. Hein, vous allez passer sur machine pendant 6 mois pour appeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas. Mise à pied conservatoire, dehors. Boum. D'accord. Fin de l'histoire. Des valeurs. Donc, on a mis un système de valeurs en place. Et puis, on a défini aussi des valeurs moins importantes. Nous, c'est juste. Jean-François, ce que tu dis là, il y a le rêve partagé et il y a les valeurs toc. Et Il y s'il a n'y a des pas valeurs limites. d'accord, s'il n'y a pas d'accord, en fait, c'est fin de l'histoire, quoi. On a le droit de changer d'histoire, de Non, changer non, finalement, non, de non. partir. Attends, si tu touches aux valeurs, c'est comme si quand tu es cocu, il se passe des choses, à mon Ouais, sens. Hein. ouais. Euh, T'as pas de problème avec ça. Tu dis voilà, c'est fin de l'histoire et puis voilà, le reste, L'histoire. Ben, de même que quand quelqu'un démissionne, on lui paye son préavis, il se casse, il fait plus partie de ouais. la famille. Hein. D'accord. Il a le droit de partir, le gars. Hein. Donc, on a mis tout ce système de valeurs. Puis après, on a fait des valeurs d'usage. Nous, c'est juste ou égalitaire. Il Mhm. est juste qu'on donne 10% au bon et 0 au mauvais, c'est pas égalitaire. Il est égalitaire, on est tous la même prime. C'est la Mhm. part de gâteau en plus. Ah ouais. D'accord. L'auto et pas loterie. L'auto, tout le monde rêve. Loterie, tout le monde gagne et pas beaucoup. Personne rêve. L'auto peut gagner, mais beaucoup. Et c'est tout le monde rêve. Et c'est le rêve qui mobilise. Chez nous, il y a un ouvrier qui est reconnu par tous les ouvriers comme le meilleur qui gagne une voiture. Ouais. Hein, qui gagne une voiture. D'accord. Voilà. On a défini les valeurs comme ça. Juste ou égalitaire, je l'ai dit.
l'auto-loterie. Enfin, je pourrais te les citer, c'est quelque part sur les sites. Hein. Puis après, on s'est fait, ça c'est les militaires, on s'est fait un blason, on s'est fait un blason. Regardez le blason, s'il est beau là. Tu vois, Tiens. quand j'ai supprimé le pointage, je me suis dit, attends, mais il faut que j'amène quelque chose. J'ai inventé, alors ça c'est mon service militaire, j'ai inventé une devise, paré pour le client, paré pour le client. Et en plus, ça veut dire paré pour le client, prêt pour le client, ready pour le customer. Puis je vais au bureau d'études, j'ai dit, voilà, vous me mettez le cul de la qualité, parce que Shiba, parce que tout ça, vous me mettez paré pour le client. Puis mettez-moi un truc qui fait la fonderie, un truc qui fasse l'usinage, un truc qui fasse le bureau d'études. Puis j'ai fait un joli de dames, des volontaires, des ouvrières, tout le monde, parce que les dames, salut. Et ils ont pondu ça. Voilà. Hein. Alors ça, c'est le logo Favi. D'accord. On C'est a pas une un devise. service marque de communication qui vous l'a fait, ça, hein? Mais non, mais c'est des trucs primaires, tout ça. Mais ça marche. Écoute, Primaire. les militaires, qu'est-ce qui m'a frappé, les militaires? Ils arrivent à amener les mecs à la mort Ouais. avec des médailles et des conneries. Nous, on leur demande juste de gagner du fric. C'est quand même plus simple, mais c'est les mêmes ficelles. C'est les mêmes De ne ficelles. pas Alors, délocaliser, parce que pour parler du rêve quand même partagé, c'est de ne pas délocaliser l'entreprise, c'est qu'elle reste chez nous, quoi. mais attends, c'est génial ce truc-là, parce que ça touche à l'instinct de conservation pour nos enfants. Alors, on a modernisé. Hein. L'objectif, c'est chaque jour. L'objectif. Le seul objectif, hein. Il n'y a pas d'objectif individuel. Chaque jour. Plus c'est mieux. Pas moins Chaque cher. jour, plus c'est mieux. On est comme ça. Plus c'est mieux. Faire plus, c'est du cerveau reptilien. N'oublie pas qu'on est la première génération qui n'a pas eu faim. Ma mère a eu faim en 40, elle avait 14 ans. D'accord. Quand tu as eu faim, tu sais pourquoi tu fais les choses. Hmm. Donc, quand tu as faim, tu veux pas moins cher, tu veux plus de blé. Hein, plus c'est mieux, cerveau reptilien. D'accord. Chaque jour, plus c'est mieux. À Alencourt, dans mon village. Non, alors on l'a mis dans le respect de la terre de nos enfants, parce que c'est la mode, mais en fait, c'est pour nos enfants. Voilà. Et moi, j'ai mon tour d'usine, j'allais voir les outilleurs, leurs clients à eux, chaque jour, plus c'est mieux pour mon client, hein, à Alencourt, pour le respect. Ah, c'est pas mal ça, oui, c'est bien. Mais dis donc, tu t'es bien documenté ça. Et moi, j'allais voir les outilleurs en disant, qu'est-ce que vous avez fait de plus et mieux pour les fondeurs? Ah, vous savez, monsieur, l'angle vif qu'il y avait là, hein, on a fait un arrondi, ben, l'injecteur, au lieu de venir 10 000, il tient 30 000, voilà, et je félicite. Alors, les patrons de base, généralement, de mes conférences, mais ça rapportait combien? J'en ai à foutre de combien ça rapportait, putain. Tu sais qu'avec les chiffres, c'est monstrueux. Ouais. Les entretiens d'évaluation, l'homme, on le met en chiffres pour qu'il revienne dans la gestion. On L'homme est passe d'une beau. âge. Non, non, mais attends, tu sais que moi, j'ai toujours fait des faux documents. Max apprenait à tous ses directeurs, il disait, payez plus d'impôts qu'il n'en faut. Vous passerez pour un con, mais vous serez libre. Donc, j'ai toujours payé plus d'impôts qu'il en faut. Par Ouais. contre, je fais des faux documents. Quand l'État a imposé les entretiens d'évaluation, de quel droit un homme évalue? Le maître charpentier évaluer ses compagnons? Non, il évalue l'œuvre du compagnon. Alors, j'ai fait une conférence en Suisse un jour à Genève, et à la fin, on m'a dit, enfin, quand même, faire des faux documents, c'est pas bien. J'ai écouté, c'est comme ça qu'on a fait les camps de concentration. On y a des gens à peu près normaux, hein, faites. Non, ce n'est pas le même niveau que le camp de concentration, quand même. Mais pour Mhm. moi, il y a quelque chose d'abject dans l'entretien d'évaluation. Ouais. Le maître charpentier, ce n'est pas un mec qui avait la capacité de régurgiter ce qu'on lui avait appris. C'est un monsieur qui avait démarré en bas de l'échelle et qui avait fait preuve toute sa vie, qui avait la capacité à transmettre, etc. Ce maître charpentier n'évaluait pas ses compagnons. Il évaluait l'œuvre du compagnon. Tu vois, l'entreprise libérée, si tu veux, c'est une masse de bonne volonté, de bon sens, et tout ça, ça génère 20-25% de cash flow pendant 30 ans, sans augmenter ses prix de vente depuis 84, parce que quand on a supprimé le pointage, Ouais. j'ai dit, vous êtes payé pour que le client nous aime, parce qu'il nous aime nos pièces. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui augmente son prix de vente. Ouais. Et on n'a pas augmenté nos prix de vente depuis 84. Alors, comme on n'a pas augmenté nos prix de vente depuis 84, je peux te le trouver, ça. Eh bien, on a innové en permanence. Alors, Condamné à innover, ouais. on Avec vient des des siphons nouvelles clés de lavabo. ressources, des nouvelles On vient des ressources. siphons lavabo. Je ne sais pas si tu le vois. Hein, on est passé à l'automobile. On a inventé un système pour faire des moteurs électriques à haut rendement. C'est nous qui avons fait les prototypes et les pré-séries des Tesla. Je ne sais pas si tu vois le truc. On a inventé un neige qui tue les bactéries pour l'hôpital. On a inventé un neige qui tue la salmonelle. Pour ne pas augmenter les prix de vente, si tu veux. Alors, pourquoi on a innové comme ça? J'ai fait un petit bouquin sur l'innovation. Hein. Je ne sais pas si tu l'as envoyé, c'est peut-être celui-là. Le Shiba m'a appris Shiba. Shiba, c'est grand maître de l'innovation. J'ai fait un petit bouquin sur l'innovation. Bah, je rappelle à tous ceux qui sont là et qui nous écouteront après en replay que globalement, moi, ce que j'aime dans ta manière de fonctionner aussi, c'est que tu partages. Tout est Ah, accessible et regardez. que ce soit ce que je viens de dérouler, le petit patron naïf et paresseux qui partage toutes ses clés du management et de l'entreprise libérée, on peut le retrouver sur le site favi.com.
avec toutes les clés du management. Et on a toute une documentation, des vidéos, donc pour aller retrouver tout un tas de ressources que tu nous partages là aujourd'hui. Oui, alors j'ai réécrit, si vous faites favie.com management, fiche outils, j'ai réécrit au Judo Chrétien Picard une centaine d'outils japonais. Les outils japonais ont été traduits par des ingénieurs pour des ingénieurs, c'est incompréhensible. La capacité, pour moi, c'est la taille de la voiture par rapport à la porte du garage. C'est pas compliqué. Il n'y a pas d'écart type, il n'y a pas de truc et de machin. Donc Voilà, ça, j'ai tout est fait ça. ici, hein. Je suis en train de montrer à l'écran. Tu vois tout ce que tu as rédigé, écrit avec Voilà. les Voilà. collaborateurs. C'est ici, c'est Vous cliquez téléchargeable. là-dessus, et vous verrez une définition judo-chrétienne, picarde, Ouais. parce que la qualité, c'est pour les ouvriers. Quality control, tout contrôle, c'est maîtriser. On a envoyé tous les 2 ans 30 ouvriers au Japon. Parce Et que là, c'est les ouvriers qui doivent connaître les autres. On a traduit quality control par la qualité, puisque la France est le dernier pays soviétique au monde. On est complètement soviétisé. ouais. Mais en fait, c'est la Ah, maîtrise. c'est quand même fou ce que tu viens de dire. Là, j'allais te poser la question tout à l'heure justement parce que le système dont tu nous parles d'une entreprise libérée, c'est un petit peu le doux rêve des communistes quand même, quoi, d'avoir. Mais on a vu où Non, ça non, nous a amené, non, et c'est non. souvent le reproche qu'on a pu faire à des entrepreneurs libérés. C'est très bien, mais vous savez où ça va amener tout ça. On l'a déjà vécu. Non, attends. Alors, 2 choses. C'est pas communiste, c'est marxiste. Oui, revenons à la Complètement, source. c'est complètement différent. Il y a un film qui a été fait par un journaliste de FR3 qui a passé 1 an à Favie. Tu fais Ouais, question de confiance Favie. ouais, Et tu verras qu'il y a le délégué syndical permanent du Picardie. ouais. Les esprits s'étratent, personne ne le prend. Et le gars a une excellente analyse. Il dit, ce patron, il a inventé un système d'auto-exploitation. Et oui, c'est l'auto-exploitation. Tu as un journaliste, tu l'as dans le bouquin que je t'ai envoyé, que tu vas recevoir, là, le dernier bouquin que j'ai écrit, là, le dernier bouquin que j'ai écrit, là, qui va sortir le Attends, 11. écoute, on va le montrer justement. Allez, hop, il est temps d'en parler. Je vais le partager à l'écran puisque Jean-François sort aujourd'hui un livre. Voilà, et ben, voilà, l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Ça sort aux éditions Cherche Midi. C'est aujourd'hui, donc tu me fais l'honneur de faire cette C'est pas présentation long. aujourd'hui alors que ton livre est en train de sortir. Alors, ce petit bouquin, là, il fait que 200 pages, c'est le résumé de tous mes 47 ans d'expérience de PME. Et en fait, dans ce bouquin, il y a un journaliste de l'Humanité qui a 2-3 ans qui a fait un article dans l'entreprise libérée, c'est terrible. Hein, c'est une machine à faire du fric, etc. Et je lui ai Ouais, répondu. ouais. Je lui ai dit, mais oui, c'est une machine à faire du fric, parce que c'est ce fric-là qui permet de payer l'institution des gendarmes par les impôts. Hein, mais c'est une machine à faire du fric par le bonheur, hein, par la liberté. Vous qui êtes communiste, vous devez être heureux. On laisse la parole aux ouvriers. C'est les ouvriers qui décident de tout, de leur salaire, de Ouais. tout. Alors, moi, j'étais copain avec l'inspecteur du travail et le rire. On se tutoyait. C'est des partenaires extraordinaires, comme ça peut être des gens remarquablement merdants. Donc, on était copains, on se tutoyait. Et j'ai un inspecteur du travail qui, un jour, un directeur départemental, qui m'a dit, tu as réinventé marxiste. Et le fameux délégué, il a raison. Je donne le pouvoir. C'est ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle, là, dans la crise qu'on vit? On donne le pouvoir aux soignants. Ah ouais, ouais. On donne le pouvoir c'est celui qui fait qui sait. Bon, ça, il faut arrêter. Celui qui fait, qui sait. Mais vous savez, c'est pas moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce qui s'est passé avec la crise là? Les narcs, on n'en parle pas. Les Ouais. énarques n'existent plus, ils ont perdu toute crédibilité. Les jeux de rôle, comment ça m'est venu cette expression-là? Un jour, je fais une conférence à, je ne sais plus, 50 patrons. Et puis, on leur explique qu'il n'y a rien de prévisible. Et il y avait des banquiers. Puis, il y a 3 banquiers qui soliloquent. Bon, c'est vrai que le coup du yen, on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. Le coup du pétrole, etc. Et en face, il y a un des patrons qui dit, mais tu te fous de ma gueule, là. Tu dis que tu ne peux rien prévoir et tu demandes des business plans à 10 ans pour me prêter 4 sous. Et là, il y a un banquier, oui, mais non, attends, mais non, ça n'a rien à voir, c'est comme le Monopoly. C'est un jeu de rôle. Si tu ne remplis pas le jeu de rôle, on ne peut pas jouer avec toi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que souvent, c'est nous qui faisons les business plans à 10 ans. Voilà. Alors, ces jeux de rôle, on a cru que c'est ça qui faisait le progrès. C'est pas ça qui a fait le progrès, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est ma génération qui, faute de faire la guerre, je suis un cas particulier, moi. J'étais formé à casser du soviet, casser du cosaque. Et je ne fais pas la guerre. Je suis le premier depuis l'histoire du métier que je n'ai pas fait la guerre. Et partant de la cuvette émaillée, qui était la salle de bain, la machine à laver le linge, la machine à la vaisselle, tout. J'invente tout ce qui t'entoure, la télévision, tout. Et là, je crée du fric comme jamais. Et c'est là que les parasites sont arrivés, parasitos, qui vivent au dépend d'eux. Les rats, les trucs, les machins. Et on a cru que c'est eux qui faisaient le progrès. Et puis quand on a équipé le monde solvable, au nom des 15% de rendement qui n'ont jamais existé, c'est encore du pipeau, ça. Jamais une vache a fait 15% de lait en plus, ni une poule 15% d'œufs. On a donné le savoir pour rien à ces pays-là. Et avant cette crise qu'on vit là, on empruntait 1 milliard tous les jours pour faire durer un système complètement caduque.
surstructuré. Le frein qu'on a eu, c'est juste la structure des hôpitaux, c'est les freins qu'on a eus. Hein, on laisse à nos enfants, c'est ce que je fais dans mes conférences des écoles, un monde merveilleux. Je suis le dernier connard qui était prêt à mourir pour son pays. Plus peu aucun jeune est prêt à mourir pour son pays. C'est une avancée colossale, intellectuelle colossale. D'accord, hein? Bon, je vous laisse l'écologie qui n'est pas terrible, et je vous laisse un problème majeur en France. On a 2 fois plus de fonctionnaires que les Allemands. On a l'entreprise la plus grosse au monde, l'éducation nationale, qui sort 14% d'illettrés chaque année, d'après leurs chiffres. C'est monstrueux, ce truc-là. Tu vois, ça, c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Et l'entreprise libérée, c'est ce qu'on a fait pendant cette crise. On a laissé tomber tous les objectifs, les business plans, les trucs, les machins. Voilà. L'entreprise libérée, c'est le bon sens, c'est le retour au bon sens. Hein, qu'est-ce que tu as comme question intelligente encore? Bah, en fait, tu vois, il nous reste 5 minutes, histoire de… Moi, je voudrais te recentrer, toi, au cœur de tout ça, parce qu'en fait, tu l'as dit quand même, l'entreprise libérée, il y a tout un poncif, mais qui est sur tout ce qu'on a pu échanger ensemble. Il y a surtout l'homme. Et moi, Jean-François, j'entends souvent dire le terme, le mot chance, que tu es un chanceux. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour trouver de la chance? D'ailleurs, il y a dans l'optimisme, il y a Philippe Gabillet qui dit souvent j'ai de la chance. Non, il ne dit pas j'ai de la chance, il dit j'aide la chance. Moi, je vous entends dans ton discours que tu es assez naïf, bien tu le dis, mais surtout, tu as osé faire plein de choses. Tu es quand même un kamikaze. Tu es un haraki, t'es un kamikaze et tu vas, tu fonces, quoi, en fait. Attends, en fait, je crois que tout ce que j'ai fait, c'est parce que je sortais. Que quand tu laisses des chansons au hasard, c'est ce que je crois. Qu'est-ce que je dis au patron, moi, dans mes conférences? Je leur dis voilà, si vous voulez faire traverser la rivière du changement, commencez par faire rêver vos troupes sur la beauté de l'autre rive. Quand tout le monde rêve d'y aller là-bas, hein, laissez des chansons au hasard, discutez. Le hasard va créer des circonstances. Et chaque circonstance sera comme une pierre d'un gué. La première pierre du gué, c'est de supprimer le point de pointage parce qu'une maman arrive en retard. La deuxième, supprimer les primes parce qu'il y avait une prime de chaleur. Attendez, sachant que quand vous serez sur la première pierre, vous verrez la deuxième. Ne cherchez pas la cohérence. Pierre de gué en pierre de gué, vous arriverez là où vous devez arriver. D'accord? Tout ça, ça demande que le patron… Le livre que tu as dans les mains, ça commence, si vous êtes patron, vous n'êtes pas prêt à abandonner le fait de tout savoir, le fait de tout contrôler, le fait ne lisez pas le livre. Faites vite une réunion pour vous sécuriser. D'accord? Je crois que si le patron n'a pas l'humilité de… C'est l'ouvrier qui paye le patron, bon sang. Attends, moi je suis un manuel, je me suis construit 2 avions, j'ai encore 8 motos, mais brisque 8 motos, c'est un truc. 2 avions, je me suis construit, dont un biplace pour voler avec mes petites filles. D'accord? Je suis un manuel. Je venais le week-end essayer de faire ce que faisaient les ouvriers, je observais un poste, je n'ai jamais arrivé à faire les cadences des ouvriers. C'est une preuve d'humilité quand tu sais que quelqu'un est meilleur que toi. C'est les ouvriers qui payent, c'est les patrons. Pourquoi ils nous payent? Pour décider, pas pour prévenir l'avenir, on ne sait pas où on va. Un patron, ça dit oui, ça dit non, je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord? Mais un patron, il faut qu'il soit conscient qu'il soit payé par ses ouvriers. Imagine une usine de patron, ça ne tournerait pas bien longtemps. Hein. Les ouvriers, quand c'est des marchés annuels, ils tournent tout seuls chez nous, ils reçoivent les commandes, ils gèrent tout. Tous les ouvriers reçoivent tout, on va pas service achat. Les ouvriers sont des acheteurs colossaux. Les fournisseurs, c'est les ouvriers qui reçoivent les affûteurs, etc. L'affûteur qui a des outils qui ne marchent pas, il peut donner bonbons à la standardiste. Hein. Il ne rentre pas dans l'usine. Hein. Jean, tu parles toujours du bon sens avec les ouvriers, les opérateurs, etc. Et moi, je trouve ça admirable, mais je reviens quand même sur toi. Parce que d'ailleurs, ça tombe très bien. Il y a Michel qui me fait une réflexion et c'est exactement la question que je voulais te poser. Lui, il écrit, c'est un proverbe, enfin une devise québécoise, vaut mieux passer pour un fou que passer tout droit. Alors, la question que j'ai envie de te poser, Jean-François, c'est tous ceux qui, dans la vie, que tu as croisé, t'ont dit, mais t'es fou. Parce que moi, j'en ai connu beaucoup, des gens qui m'ont dit, mais Cyril, t'es fou pour d'autres circonstances. C'était quoi ta réaction face à justement cette folie qu'on t'envoyait, alors que pour toi était une évidence, quoi. J'y vais, je fonce, j'ose. Si les autres me prennent pour un fou, bah, c'est comme ça. Mais c'est quoi toi ta devise par rapport à ça, justement, à la résistance des gens, aux peurs des gens que tu as en face de toi? Moi, j'ai jamais eu des gens qui ont peur. Alors ça aussi, c'est important. Il ne faut jamais agir s'il n'y a pas des circonstances. J'ai jamais eu l'usine en me disant on va supprimer le pointage. Tu vois, c'est les circonstances qui font que. Hein. Et puis, alors, qui plus est, tu sais, c'est l'obus et la cuirasse. L'obus et la cuirasse. Quand il y a un problème, si tu renforces le contrôle, il va se développer quelque chose. Si tu supprimes l'obus, la cuirasse, c'est bon. Supprimer les primes, je ne pouvais pas penser qu'on fait. Je sais pourquoi on a fait 20% d'augmentation, puis je terminerai là-dessus. Je n'osais pas demander, moi, au bout de 3 semaines, avec le copain 15, attends, on fait 20% de cadence en plus, c'est monstrueux. Je n'osais pas demander. Puis un jour, il y avait les dames qui étaient réunies, là,
Elle prenait le café. J'écoutais, mesdames, on ne comprend pas dans les bureaux, là. Avant, vous avez jusqu'à 25% de prime, on met les primes dans le salaire, le cadence. Oui, monsieur, il y a un geste qui est la journée à passer. Non, je ne comprends pas. Un geste qui est la journée à passer. Oui, monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. Mais vous ne l'avez pas fait avant. Je dis, mais enfin, monsieur, réfléchissez. Elle m'amène sur machine. Elle me dit, voyez où sont les compteurs? Ils sont derrière les machines. Vous ne voyez pas les compteurs. Nous, il fallait qu'on compte pour ne pas dépasser le quota. C'est épuisant de compter. Et je vous ai fait un aveu, monsieur. Quand on a oublié de compter, on mettait la machine en panne pour ne pas dépasser le quota. Ils avaient un rythme physiologique de moins de fatigue que l'autre. C'est la deuxième règle du Kaizen. Première règle du Kaizen, celui qui fait qui sait. Deuxième, le confort est productif. Fout la paix aux gens. Ils avaient c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. On ne pouvait pas penser qu'en supprimant les primes, parce que la chaleur, c'est complètement con, on donne une prime de chaleur, ça me ferait, tu vois. Donc, je crois que l'action basée sur le bon sens est toujours profitable. C'est pas logique tout ce que je te dis, il n'y a rien de logique. On apprend la logique à l'école, on a perdu. La force de Favie aussi, c'est que la plupart de cette main-d'œuvre a des origines paysannes. Paysan, c'est que du bon sens à l'état pur. Il faut lire. Il faut en allant, ces gens-là. À l'hurlure. Ouais, à lire, ils disent les Picards. À l'hurlure, moi, on m'a dit à l'hurlure quand je suis arrivé à Amiens. Enfin, à l'hurlure. Et Jean-François, j'ai deux questions à te poser pour terminer. La première, c'est une question piège. Mais voilà, comme je sais que tu sauras réagir, rebondir, écoute-moi bien cette question, Jean-François. On me l'a posée un jour et j'ai été complètement déstabilisé. Et je te la pose à toi. C'est quoi pour toi, Jean-François, l'inverse de la guerre? Le contraire de la guerre, c'est quoi? Attends, la guerre, ça n'existe plus. Tu as des guerres religieuses, mais tu n'auras plus jamais de guerre territoriale. Mais si tu osais nous faire une réponse, c'est quoi le contraire de la guerre? Puisqu'effectivement, on n'en connaît plus. Bon, a priori, c'est la paix, mais je veux dire, c'est Alors, c'était l'amour, une en fait. question piège. Parce que pour moi, tu es l'archétype même du contraire de la guerre. Le contraire de la guerre, c'est pas la paix, puisque la paix, par définition, c'est neutre. C'est une forme de neutralité. La paix, c'est une situation presque normale, j'ai envie de dire. C'est la Et, fraternité. Le contraire de la guerre, c'est la fraternité. moi, Attends, la réponse qu'on après, m'a donnée, elle t'appartient, mais moi, je vais te la proposer parce que je l'ai bien aimée. Et pour moi, tu es l'incarnation de cette réponse. On m'a dit, tu vois, Cyril, le contraire de la guerre, c'est la création. Et moi, quand j'ai quelqu'un comme toi qui m'inspire, qui crée des histoires, tu crées des histoires de vie pour des personnes qui t'ont fait confiance parce que tu leur as fait confiance, l'histoire de Favie, elle est juste extraordinaire. Donc, pour tous ceux qui ont vécu là pendant une petite heure avec nous cette histoire, vous pouvez la retrouver évidemment sur favie.com. Vous allez retrouver aussi, j'ai partagé le lien tout à l'heure parce que Jean-François, non seulement c'est un livre ouvert, et en plus, il partage ses histoires, il partage ses pratiques. Tu as parlé de Kaizen, tu as parlé de plein de choses en fait. Et s'il y a des choses qui nous ont échappé, on peut les retrouver. Elles sont en libre service sur le site favie.com. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, Jean-François, excuse-moi, je te l'ai déjà posé, mais je me permets encore une fois parce que c'est s'il n'y avait qu'une seule chose, s'il n'y avait plus qu'une seule chose pour toi à retenir, c'est quoi? que l'homme est bon, L'homme est bon? que l'espèce humaine se distingue de l'espèce animale pour la bonté. Eh bien, moi, je suis convaincu que l'homme est bon et je terminerai là-dessus en disant que Et je la suis femme aussi, par extension. Hein. avec un grand H, l'homme. Merci Jean-François et merci pour ta passion, on t'écrit, toujours vivant et éternel. Et ben, on le souhaite en tout cas. Je te souhaite, moi je te dis à très bientôt parce que j'ai la chance et le plaisir de m'élever avec toi la semaine prochaine, vendredi. Tu vas m'envoyer, voilà, dans ta passion. On va voler ensemble et j'en suis depuis le temps que j'attends de ce moment-là. Retiens un truc, Cyril, retiens un truc. À côté de toi, je suis tout petit, tout petit, tout petit. Ce que tu as fait ça, l'Ironman, c'est pas l'Ironman, l'Enduroman, c'est génial. Je crois qu'il y a que il y a moins de 20 personnes qui ont fait ça au monde. Ce que j'ai fait moi, c'est de la rigolade par rapport à toi. Ce que tu as fait, bref. Tu fais partie des hommes qui aident ses prochains à progresser parce que tu fais rêver plein de gens. Moi j'ai couru aussi toute ma vie, mais pas comme ça, hein, mais gentiment. Euh, avoir le culot de se fixer cet objectif et de battre le record du monde, c'est grandiose, c'est grandiose. Moi, je suis tout petit à côté de toi. Eh bien, restons petits comme on est. La bonne taille, de toute façon, c'est celle quand on a les pieds sur terre, comme disait Coluche. Donc, belle soirée à tous. Et Jean-François, moi, je te dis à la semaine prochaine. Merci pour toutes les questions. Tu as beaucoup de remerciements, évidemment, sur ta bienveillance et sur voilà, l'ego que tu as. Et on est bien à notre place, finalement. Donc, merci à tous. Bonne soirée et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Salut, Jean-François. Salut, mon copain.